Oh, oui, alors, bien, alors donc, comme je vous ai dit, donc, l'arthrite, c'est une atteinte inflammatoire d'une articulation. Souvent, c'est une boiterie ou sous-utilisation d'un membre. On sait que le diagnostic est très difficile chez le nouveau-né, souvent retardé, parce qu'on ne fait pas attention, et souvent on fait le diagnostic un peu tardivement. La difficulté de ce diagnostic est d'autant plus importante que l'enfant est très jeune, notamment avant l'âge de 2 ans, et les causes, comme vous savez, multiples, ça peut être d'ordre infectieuse, inflammatoire, mécanique, traumatique ou tumorale. Alors, j'ai préféré de vous discuter plutôt la forme monoarthrite, comme vous savez que la forme monoarthrite représente 75% des cas. Et c'est ce qui pose le problème le plus difficile en matière de diagnostic différentiel. Alors, pour faire une bonne démarche diagnostique devant une monoarthrite, il faut connaître certaines particularités sémiologiques pédiatriques. D'accord ? Bien sûr, ça commence de l'anamnèse, l'histoire de la maladie, le siège de la douleur, à quel moment. Le diagnostic initial, donc le différentiel des étiologies nécessitant une prise en charge rapide, et là je reviens à l'arthrite septique, toujours avoir dans l'esprit qu'il y a une arthrite septique, même qui n'est pas la plus fréquente, mais il faut l'éliminer si chaque fois on a de doutes diagnostiques. De celles qui nécessitent une exploration complémentaire, on a le temps, donc qu'il soit bien sûr ciblé pour ne pas donner beaucoup d'examens complémentaires. Alors, l'échographie articulaire est très importante. Chaque fois qu'on a des doutes entre arthrite et arthralgie, et là, ça permet de nous confirmer la synovite, qui est l'inflammation de la synoviale. La ponction articulaire est indispensable la majorité des cas, et on va voir que ça nous permet de nous orienter vers tel ou tel diagnostic. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit peu cet arbre décisionnel très simplifié de la monoarthrite. Alors, je vous ai dit qu'une très bonne démarche diagnostique, ça nous permet d'arriver rapidement au diagnostic, en commençant par, bien sûr, localiser à quel moment, à quel siège, est-ce que c'est juste l'articulation, est-ce que ce n'est pas le rachis, est-ce que ce n'est pas la TM, et ça nous permet de nous orienter vers un diagnostic. L'échographie, si nécessaire, on n'hésite pas de le faire. L'anamnèse, la douleur, son horaire, l'ancienneté, les arthralgies à répétition, est-ce qu'il y a un contexte familial aussi, les antécédents, et puis les signes associés qui pourraient parfois d'emblée nous orienter vers un diagnostic, à savoir les signes cutanés, la fièvre, la rage cutanée, et ainsi de suite. Alors on va se trouver avec 3 situations. Une arthrite avec fièvre, là, on n'en discute pas. Bilan inflammatoire en urgence, dans les 6 heures, qui va être très élevé. J'ai essayé de vous parler de ces 3 diagnostics. D'abord, l'arthrite septique qu'il faut éliminer en premier. Arthrite avec fièvre chez l'enfant, c'est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire. Il y a la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique, qui est la maladie de Still. C'est une atteinte articulaire d'emblée, dans 75%, comme vous savez, parfois retardée. Il peut y avoir des arthralgies ou des arthrites, sont inflammatoires, bilatérales, symétriques, touchent surtout le poignet, genou et cheville, ça vous le savez bien. Et puis il y a les maladies périodiques. Les maladies périodiques, ces maladies génétiques qui s'accompagnent d'une arthrite, doivent être prises en considération chez l'enfant. Il inclut les syndromes de fièvre périodique, tels que la fièvre méditerranéenne, familiale, et touchent souvent une seule articulation. Et donc ça pose un problème diagnostique devant une monoarthrite chez l'enfant. C'est une véritable arthrite inflammatoire, douloureuse, avec impotence, et ça peut simuler une arthrite septique. Et dans ce cas, c'est un véritable diagnostic avec l'arthrite septique chez l'enfant. Alors, donc, on parle de la deuxième catégorie d'arthrite, c'est les arthrites sans fièvre. Sans fièvre, là, on demande un bilan inflammatoire, il peut être normal comme il peut être élevé. Alors, le premier diagnostic, c'est l'arthrite juvénile dans sa forme oligo-articulaire, parce qu'on est devant la monoarthrite. Et là, donc, pour la monoarthrite, pour l'arthrite juvénile dans sa forme est évoquée devant l'anamnèse, qu'on a dit, le contexte familial, l'examen clinique, incluant le rachis, les anthèses, l'ATM, et le bilan complémentaire va nous orienter vers l'autoimmunité, qui est le véritable problème de cette maladie. Alors, il y a une deuxième entité, c'est les arthrites post-infectieuses, ou les arthrites réactionnelles. Et ça, vous le savez très bien, post-infectieuse ou virale. Et là, je fais référence, bien sûr,
surtout à l'arthrite post-streptococcique, qu'on voit souvent dans vos consultations, déclenchée 1 à 3 semaines après donc une angine est nettement plus fréquente lorsqu'on a une augmentation significative du titre des osseaux, donc après 3 à 6 semaines. Et 3 à 15 jours après l'infection, et surtout l'atteinte ici, c'est le genou et la hanche. La fièvre rhumatismale, j'imagine que vous n'en voyez plus, non, c'est devenu très rare. Les arthrites réactifs ou arthrites surviendront au cours de quelques semaines d'une infection digestive, là aussi, ça peut être la cause d'une arthrite. Je parlerai aussi de l'arthrite de Lyme. L'arthrite de Lyme, là, c'est un diagnostic, malheureusement, qui reste sous-diagnostiqué dans notre pays. On n'a pas de documentation, j'imagine. J'ai fait une recherche au Maroc. On n'en parle plus. On hospitalise dans un service de pédiatrie. On suspecte, mais on n'a pas cette preuve de piqûre de tique. Hein? Keina, mais on n'a pas de documentation. Voilà. Donc, je vous invite là à faire un travail multicentrique dans ce sens. Il y a un plan d'action, je pense, qui a été lancé par le ministère en 2016, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça devient. Et puis, donc, chaque fois qu'on en suspecte, là, il y a la doxycycline qu'on peut donner, 4 mg par kilo. Parfois, il y a la prévention aussi, on peut carrément donner. Amoxicilline en deuxième intention, l'azithromycine aussi, c'est des antibiotiques qu'on peut traiter, mais malheureusement, on n'a pas de documentation dans ce... Alors, je vais m'arrêter un petit peu, vous parler un petit peu d'un diagnostic aussi qui pose un problème, diagnostic avec c'est la synovite transitoire. La synovite transitoire, c'est ce qu'on appelle, donc, synovite transitoire aiguë, c'est une arthrite probablement virale, on ne sait pas, et qui donne le même tableau clinique que l'arthrite septique, sauf qu'il n'y a pas de fièvre et le bilan inflammatoire est normal, heureusement, et ça permet de le distinguer. Mais moindre doute diagnostic, on n'hésite pas à faire une ponction articulaire si on a un diagnostic. Heureusement, c'est un diagnostic qui n'est pas grave, donc il faut juste le repos, et donc en quelques jours, tout rentre dans l'ordre. Et puis, la mécanique, donc c'est les marthroses, et puis c'est les ostéochondrites primitives de la hanche. Dans ce cas, un bilan radiologique pourrait rapidement nous éliminer ce diagnostic en commençant par la radiographie standard, voire échographie, et IRM, scintigraphie. Et puis, la troisième rubrique, c'est les arthrites avec altération générale, et là, j'insiste ici, chaque fois que vous avez une altération générale, avoir 2 diagnostics dans l'esprit, le neuroblastome, palpation de l'abdomen systématique, voire une échographie abdominale, et la leucémie aiguë lymphoblastique. Alors, la ponction articulaire, ça pourrait nous orienter. Il n'est pas systématique, mais il est souvent intéressant dans la majorité des cas. Et donc, l'étude de la liquide synoviale, avec la numération des éléments, ça nous permet aussi d'avoir 2 catégories. Soit les éléments sont supérieurs à 1000 éléments, d'accord? Donc c'est inflammatoire, c'est la monoarthrite, soit qu'il est inférieur à 1000 éléments. Et ça nous permet, donc s'il est supérieur à 1000 éléments, donc la recherche bactériologique dans le liquide articulaire, hémoculture porte d'entrée, qui permet, s'il est positif, arthrite septique, s'il est négatif, on est dans les arthrites virales, réactionnelles ou rhumatismales. Par contre, si le nombre d'éléments est inférieur à 100, donc ça, c'est l'imagerie qui prendra toute la place. On commence par les radiographies standards qui montrent parfois des lésions osseuses en faveur d'une ostéochondrite primitive de la hanche, par exemple. L'échographie qui montre probablement rapport avec une synovite vilonodulaire ou autre chose. La scintigraphie osseuse dans un diagnostic précoce d'une ostéochondrite primitive de la hanche qui montre une hypofixation, voire l'IRM dans certaines situations particulières qu'on va y arriver. On va arriver par la suite. Alors, là, je m'arrête là et je vais revenir à l'arthrite septique. C'est quoi cette arthrite septique? C'est une porte d'entrée par voie hématogène. Le germe arrive par voie hématogène, se localise au niveau de la synoviale. Ça donne un épanchement articulaire, ça donne un gonflement articulaire, douleur articulaire due à la synovite et due à la pression articulaire. Et il y aura des conséquences histochimiques, libération des enzymes protéolytiques, des collagénases, des inhibiteurs de régénération en cartilage, tout ça vont contribuer à la destruction
du cartilage. D'une part, d'autre part, il y a l'épanchement articulaire. Ça va donner des conséquences mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a une hyperpression à l'intérieur d'une articulation, ce qui entraîne la luxation, la subluxation, la dislocation articulaire, et aussi il y a une pression à l'intérieur, ça va comprimer les vaisseaux, ça va entraîner une compression vasculaire. Tout ça, ça entraîne de la nécrose osseuse, destruction d'une part, nécrose osseuse de l'autre part. Malheureusement, l'infection trouve le terrain propice pour se diffuser et entraînera une diffusion de l'infection. Alors, sur le plan clinique, je rappelle un petit peu cette phrase « douleur à la mobilisation articulaire » devant tout enfant ayant une mobilisation articulaire fébrile, pensez toujours à l'arthrite septique. Bien sûr, il y a le problème de traumatisme, il faut faire attention. Souvent, c'est des enfants qu'on reçoit après Jbar, parce qu'il y a les parents, dans leur esprit cartésien, ils sont fixés sur le traumatisme. Nous, on est là pour redresser le diagnostic et penser toujours à l'arthrite septique, même en présence d'un traumatisme. 65% des arthrites septiques survient avant 5 ans, ça il faut le savoir. Un bon anamnèse, un bon examen clinique est capital pour éliminer le traumatisme comme responsable de ce problème d'arthrite. Alors, au même titre que l'examen de la gorge, et là, c'est un message que je rappelle, que vous connaissez, examen de la gorge, des tampons, du poumon, de la nuque et des urines, il faut systématiquement mobiliser les articulations chez tout enfant fébrile, tout en sachant qu'on peut avoir une co-infection concomitante avec l'arthrite. Donc l'examen doit être très doux, là, donc j'appelle l'expertise des pédiatres, pour commencer par la partie la moins douloureuse vers la plus douloureuse, et il faut être très sage, parfois même on laisse l'enfant avec sa maman, le porter pour trouver les conditions nécessaires pour avoir un diagnostic, et c'est une urgence de prise en charge. Je rappelle, la hanche, c'est un site fréquent d'arthrite chez l'enfant de moins de 12 ans. Déjà, je vais en parler pour la hanche, la difficulté diagnostique au niveau de cette articulation profonde, dont le diagnostic parfois n'est pas évident. Je rappelle, les nouveau-nés sont souvent apyrétiques, mais peuvent être irritables. Alors, devant toute réduction de la mobilité spontanée, des pleurs, l'heure de change de couche, aspect de pseudo-paralysé, avoir dans l'esprit de penser à ce diagnostic-là. 3 bilans à réaliser dans les 6 heures. Là, il n'y a pas de zone grise. Si on suspecte une arthrite, on ne va pas lui dire faire bilan, revenir demain. Donc, il faut l'hospitaliser, démarrer un bilan standard, facile, bilan sanguin, CRP, VS, fibrinogène et des hémocultures, au moins 2 hémocultures. Et puis la PCR oropharyngée, malheureusement, on n'en dispose pas ici au Maroc. Par contre, la PCR articulaire, CHU de Fès, ils ont le privilège de l'avoir, nous pas encore. Radiographie standard, parce que l'arthrite septique pose un diagnostic avec l'ostéomyélite et peut-être la complication ostéoarthrite, pour voir s'il y a des signes osseux. Et puis l'échographie articulaire, qui est le bilan important à demander. Il est qualitatif en montrant l'aspect du liquide, est-ce qu'il est épais, est-ce qu'il est fluide, et quantitative, et surtout de la hanche, parce que là, je reviens et j'insiste sur la hanche, si l'épanchement est moins de 4 mm, nous devrons savoir que la ponction, ce sera difficile. Et très probablement, le traitement sera médical. S'il est entre 4 et 8 mm, on sait qu'on va réussir notre ponction. S'il est plus de 8 à 10 mm, on sait que probablement, il ne suffira pas de faire une ponction. Probablement, on va ouvrir l'articulation, ce qu'on appelle arthrotomie, et faire un lavage chirurgical, voire exploration des métaphyses avec. Alors, la ponction articulaire, ça se fait au bloc opératoire chez l'enfant. Chez l'adulte, on peut le faire avec Méopa, mais chez l'enfant, il faut un essai général au bloc opératoire avec les conditions d'asepsie rigoureuses. C'est une aiguille de 18-20 gauge de 1,5 pouces. Alors malheureusement, dans notre contexte, mais je parle de Marrakech, 50% des prélèvements sont germes non identifiés. Et là, je vais revenir pour expliquer pourquoi. Alors, nous essayons d'augmenter de 20% en mettant le prélèvement sur des ballons de hémoculture. Ça nous permet de gagner 20% de positivité. Et ça peut être un geste thérapeutique. On peut faire aussi le lavage. Ce n'est pas que isoler les germes, mais aussi le lavage.
Pour la hanche, on va s'aider de l'amplificateur de brillance pour orienter notre aiguille, mais pour le genou, c'est un geste très simple, donc on peut le faire sans problème. Le matériel, il est très simple. Là, on ponctionne le genou, le prélèvement, et là, donc, on fait vidage, arthrotomie, et puis voilà. Alors, je rappelle ce slide-là que vous connaissez. Ne pas attendre le résultat bactériologique, mais on doit savoir quel germe cibler pour proposer une antibiothérapie probabiliste. On sait qu'entre 0 et 3 mois, c'est surtout les streptos et les BGN. À 6 mois et 5 ans, vous voyez que ce n'est pas le staph, c'est le Kingella kingae qui est le plus fréquent à cet âge-là, et c'est l'âge où les triseptiques est la plus fréquente, la tranche d'âge. C'est au-delà de 5 ans qu'on voit que le staphylocoque aureus prend le dessus. Voilà. Alors, quel est le profil des infections articulaires dans notre région? Je parle de Marrakech, après une étude de 320 cas dans notre service. Il y avait 52% d'arthrite septique. La localisation, c'est la hanche et le genou dans la majorité des cas. Et vous voyez que le bilan positif, l'hyperleucocytose n'est pas toujours présente. L'AVS n'est pas toujours élevé, mais la CRP, il est positif dans 95% des cas, qui reste un marqueur très, très spécifique et très spécial. Alors, toujours dans notre série, comme vous voyez ici, le taux de positivité, en général, il est de 50%. Et là, on voit que l'hémophilus, heureusement, on n'en voit plus. C'est grâce à la vaccination. Tant mieux, d'accord? On s'en débarrassait avec la vaccination. Et puis, donc, le staphylocoque aureus, il occupe toujours la première place, mais parce qu'on n'isole pas encore le Kingella kingae. Voilà. Alors, les entérobactères, on les trouve souvent, c'est les nouveau-nés. Et puis, regardez, là, Kingella, on ne l'a pas dans notre série, parce qu'on n'en dispose pas de technique de PCR pour l'isoler. Alors, chose très importante dans notre contexte, regardez le staphylocoque aureus résistant à la méticilline. Heureusement qu'on a 4,5%. Donc c'est très rare. Et sur cette information, on va adapter notre protocole dans notre service. Les entérobactères résistants à la cétriaxone, on en trouve 43%. Et les Pseudomonas aeruginosa, qui est une infection nosocomiale, résistant à 23%. Alors, à la lumière de ces données-là, quel antibiotique probabiliste choisir? Alors, protocole intraveineuse, 3 à 5 jours. Moins de 3 mois, c'est C3G, céfotaxime, 150 mg kg. Plus de 3 mois, nous privilégions toujours l'hémoxine acide clave parce que ça marche. On a très peu de staphylocoques résistants. En deuxième intention, un C1G, céphalozéline et céphalotine à 150 mg pour les formes compliquées. Et puis, si dans les formes graves en réanimation, on préconise la vancomycine à la dose de 40 à 60 mg par kilo. Puis la voie orale, si la CRP est inférieure à 20 mg. Et la voie orale, c'est l'amoxicilline acide clave. Si allergie, la cotrimoxazole à la dose de 40 à 60 mg par kilo en 3 fois. La durée de traitement, il est de 3 semaines. Alors, rapidement pour le Kingella kingae, donc c'est un commensal de l'oropharynx, surtout chez l'enfant de 6 à 5 ans. 70% des enfants inférieurs à 30 mois sont colonisés au moins une fois et la crèche augmente 4 fois le portage. La croissance est difficile, c'est pour cela qu'il nécessite donc une technique PCR pour l'isoler. Voilà. Et son tableau clinique, heureusement, qui n'est pas très méchant, c'est une forme qui est très simple, un syndrome infectieux peu sévère, inflammatoire aussi peu sévère, peu de complications. Alors si on isole, si on a ce moyen-là, on va traiter juste avec de l'amoxicilline pendant une très courte durée. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 3 semaines. 2 semaines suffira pour un traitement total de Kingella. Et l'évolution est... Alors par contre, il est plus grave. Là, c'est le staphylocoque aureus. On en a 4,5% de cas dans notre service à travers cette série. Ils sont d'emblée graves avec choc septique fréquent, atteinte multifocale. Et puis, vu cette gravité, d'accord, là, on propose donc la C1G, céphazoline, 150 mg par kilo par jour. La clindamycine, elle n'est pas commercialisée au Maroc, j'imagine, malheureusement.
Donc là, je rappelle un petit peu la rifampicine, parce que ça m'est arrivé à un patient que je n'arrive pas à traiter, ça a traîné, et j'ai utilisé la rifampicine et ça a marché pour lui. Et puis la vancomycine, là, heureusement qu'on en dispose, là, donc on traite pour les cas très graves ou hospitalisés en réanimation. Les complications, c'est grave. À partir du J3, on devrait avoir une évolution favorable. Sinon, on se demande, est-ce que le traitement il est bon, est-ce que la dose est bien administrée, ou s'il y a des complications. Et là, c'est l'échographie, c'est l'IRM, c'est les bilans radiologiques qui nous pourraient nous orienter. Pour la chronicité, donc je dis que la luxation de la hanche surtout, d'accord, il faut la traiter par plâtre pour recentrer la hanche, la culotte d'abduction. Si atteint du cartilage de croissance, on peut avoir des inégalités et destruction du cartilage. Les facteurs de risque, c'est le retard diagnostique, un traitement inadapté et le nouveau-né qui en arrive toujours à faire le diagnostic tardivement. Je rappelle les signes Et puis, alors, je présente un cas clinique. C'était un nouveau-né, Zakaria, âgé de 24 jours. Comme vous voyez ici sur la radio, il y a des lésions osseuses au niveau du col et de la tête. D'accord? Le col, on le voit, la tête n'est pas visible, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, voilà. Donc il y a luxation de la hanche, donc un épanchement articulaire, donc la tête est luxée. Il devrait être à ce point-là. Ben, là, regardez avec l'épanchement. Et puis l'évolution, regarde comme il est. Et donc heureusement que la tête, elle est là, mais le col, il était complètement détruit. Un autre cas, J15, Imran, souffrance néonatale, destruction de la tête complète, une ostéonécrose, vous voyez, d'accord? Voilà, je vais essayer de vous montrer et j'arrive à la conclusion. Dommage que je n'ai pas eu suffisamment de temps, mais ce n'est pas grave. Alors, j'arriverai à la conclusion. Alors j'aimerais bien passer à la hanche douloureuse. À la hanche douloureuse chez l'enfant. Si vous faites un bilan, vous trouvez que le bilan inflammatoire est élevé, l'échographie normale, vous n'arrêtez pas là. Parce que là, la hanche, il faut demander une IRM, même s'il n'y a pas d'abcès et d'épanchement, si vous avez des doutes. Cette IRM, il pourrait vous montrer soit l'abcédation où vous traitez médicalement, soit normal, où il n'y a pas de traitement. Alors, pour conclure, monoarthrite fébrile chez un enfant, c'est une arthrite septique jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant fébrile doit subir une palpation des extrémités osseuses et la mobilisation des articulations. La perspective actuellement dans la littérature, c'est la tendance vers la monothérapie. C'est traitement très court d'intraveineuse pour réduire la durée d'hospitalisation et une durée totale qui passe de 3 semaines à 2 semaines. Alors, il y a nécessité d'une coopération nécessaire entre bactériologistes, chirurgiens orthopédistes, radiologues, pédiatres et infectiologues pour identifier des germes, la technique de PCR. Mise en place, là, vous avez parlé de protocole d'antibiothérapie, discussion multidisciplinaire des cas difficiles. Alors, dernière slide. Est-ce qu'on aura la possibilité de faire la PCR oropharyngée? Là, c'est une réflexion. Ça pourrait nous aider énormément chez des enfants de 6 à 48 mois devant toute impotence fonctionnelle aiguë d'un membre non traumatique. Pourquoi? Ça vous nous éviterait, traiter très tôt, éviterait de demander des bilans plus compliqués, d'accord? Et ça permet de réduire de façon exponentielle la durée d'évolution et les complications. Et je vous remercie. Voilà.